Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Science et Fiction. Mercredi dernier, le 4 mai, était le jour de célébration des trilogies Star Wars. Les combats au sabre laser de ces célèbres films ont marqué les esprits et l'histoire du cinéma. Qui n'a jamais rêvé de posséder un véritable sabre laser et de combattre les forces du mal tel un Jedi ? Cependant, les sabres laser de la guerre des étoiles ne sont encore que des armes de fiction, de science-fiction. Quoique, dans cette rubrique, je vous parlerai de la réalité scientifique des armes de science-fiction. La plus classique des armes de science-fiction est donc le sabre laser de la guerre des étoiles. Cette arme présente un avantage non négligeable par rapport à un sabre classique, la lame est rétractable. Ça rend le transport aisé et ça limite les risques de blessures accidentelles. En effet, la lame ne sort que lorsque l'on appuie sur un petit bouton situé sur le manche, et on a une magnifique lame bleue ou rouge qui permet de savoir si vous êtes un gentil ou un méchant. En anglais, cependant, on n'appelle pas ça un sabre laser, mais on appelle ça un sabre de lumière, a lightsaber. D'après les canons de la guerre des étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres officiellement reconnues, un sabre laser est en réalité un sabre plasma. Mais qu'est-ce que le plasma ? En fait, la matière existe sous 4 états. On connaît communément l'état solide, liquide ou gazeux. Le 4e état est l'état plasma. Il s'agit en fait d'un état désordonné obtenu lorsque la matière est chauffée à très haute température, 2000 degrés Celsius ou plus, ou lorsqu'elle est soumise à un champ magnétique intense, sous l'effet d'un laser ou d'un générateur de micro-ondes par exemple. Le plasma, lorsqu'il est suffisamment chaud, émet une lumière colorée allant du rouge au bleu. Le rouge étant beaucoup moins chaud que le bleu. La couleur des sabres de Star Wars n'était donc pas uniquement liée au fait d'être gentil ou méchant, c'était lié notamment à la puissance de l'épée. Si vous étiez un gentil, vous aviez une épée plus puissante que lorsque vous étiez un méchant. Un exemple de plasma lumineux, c'est notre Soleil. C'est en fait une grosse boule de plasma très chaude, mais pas trop, c'est pour ça que le Soleil émet dans le rouge. Donc un sabre plasma à lame lumineuse serait donc un sabre particulièrement chaud, ce qui rendrait sa manipulation vraiment pas pratique. De plus, lorsque deux champs magnétiques se rencontrent, ils se reconnectent, c'est-à-dire qu'ils modifient leur trajectoire selon des lignes directionnelles qu'ils partagent. En gros, ils partent dans tous les sens, ce qui fait qu'au premier coup de sabre, chacun des deux combattants se retrouverait découpé en petits morceaux. Donc le sabre plasma, est relativement difficile à mettre en œuvre dans la réalité que nous connaissons, mais fort heureusement pour les Jedi, il semblerait que la Force leur permette de contrecarrer efficacement tous les défauts que présenterait une arme au plasma. Si un sabre de plasma est complètement pour l'instant inimaginable, est-ce qu'un sabre laser, comme nous l'appelons communément en France, lui serait envisageable ? Ça poserait quand même quelques avantages. Même si ce serait beaucoup moins impressionnant que les sabres laser de la série, étant donné qu'on ne verrait pas le rayon lumineux. La jolie lame qui apparaît dans les films serait en fait inexistante. Une arme laser fonctionne en fait comme un pointeur laser, on voit juste le point lumineux là où le rayon laser impacte une surface solide, et entre deux on ne voit absolument pas de faisceau. Du coup, pour un sabre laser, ce serait pareil, on verrait simplement le point d'impact lorsqu'on frapperait dans l'ennemi, on aurait une lame invisible le reste du temps. À moins d'installer un système de propulsion de gaz à la base du manche qui permettrait d'avoir... Le gaz ferait alors effet de surface d'impact pour le faisceau laser et on verrait ainsi une lame gazeuse apparaître, ce qui serait relativement esthétique, mais pas forcément pratique. Il y aurait quand même un deuxième problème qui se poserait, outre le risque d'avoir une lame invisible, ce serait aussi la portée du rayon laser. Il est complètement impossible de contrôler la portée d'un rayon laser. À partir du moment où il est lancé, il va continuer sa route jusqu'à rencontrer un obstacle. Du coup, la lame n'aurait pas de fin en soi. Ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment pas traîner dans les parages d'un combat au sabre laser sous peine de finir découpé en morceaux à la place de l'ennemi. En fait, il s'avère que les armes laser existent bel et bien.
Il y en a une qui est à l'heure actuelle opérationnelle, c'est un canon laser qui est embarqué à bord d'un porte-avions américain, l'USS Ponce, déployé actuellement dans le golfe du Mexique. Ce gros canon laser est constitué de 6 rayons laser qui vont converger vers la cible. Il a en fait une vocation d'arme de défense complémentaire à l'arsenal déjà présent au sein du porte-avions. Ce canon est opérationnel depuis 2014. Il présente bien des avantages par rapport à des armes traditionnelles, tout simplement parce qu'un canon laser n'a pas besoin de munitions. Ainsi, tant qu'un bateau produit de l'électricité, le canon peut tirer. Il n'est donc pas nécessaire de stocker des munitions dans le porte-avions, ce qui fait un gain considérable en surface de stockage et en poids. Sans oublier que l'équipage a la joie de ne pas être assis sur une bombe ambulante, les zones de stockage de munitions étant les cibles préférentielles pour détruire un bateau. Enfin, le coût estimé d'un tir est de moins de 1 $. Un coût quasiment négligeable, surtout comparativement au coût d'un tir traditionnel, pour lequel il va falloir compter la manufacture des munitions, leur transport, leur stockage, etc. Le canon est donc déjà entré en action, il a tiré avec succès sur un drone et un petit bateau d'approche qui n'avait aucun humain à son bord. Le but de ce canon n'étant pas l'attaque, mais la défense, il présente l'énorme avantage d'être réglable. Son intensité est réglable. On peut aller d'un simple éblouissement de l'individu, comme coup de semonce, à la destruction du véhicule d'approche. Enfin, comme le canon est commandé par un système similaire à celui d'un jeu vidéo, ça le rend très aisément manipulable par n'importe qui ayant déjà joué à un jeu vidéo. Il n'y a donc pas besoin d'un long et coûteux entraînement. Cependant, le canon laser présente quelques inconvénients. Les conditions météo vont impacter son efficacité. Une forte pluie ou une tempête de sable, les gouttes pourront stopper les rayons laser et le rendre totalement inefficace. Le canon laser ne peut tirer qu'en ligne droite, la lumière se déplaçant uniquement en ligne droite, et il va donc être limité par la rotondité de la Terre. Enfin, son action sera limitée par la rotondité de la Terre. Et enfin, s'il rate sa cible, le faisceau laser continue sa route jusqu'à atteindre un objet quelconque. D'ailleurs, il semblerait qu'il rate fréquemment sa cible. D'après certaines sources, son taux de succès ne serait que de 59%. Autant dire que si on parvenait à le miniaturiser pour en faire des pistolets, on se retrouverait avec des armes aussi peu précises que celles de la conquête de l'Ouest américain. Ce qui, comme Fabien Delorme vous le disait dans sa dernière chronique, rendrait tout duel totalement impossible. Heureusement pour Elmore Leonard, ces armes n'étaient pas déjà réalité lorsqu'il a écrit ses livres. Un autre aspect d'une arme laser à prendre en considération, c'est la vitesse de déplacement du faisceau laser. En effet, un faisceau laser se déplace à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 299 792 458 mètres par seconde. Lorsque la cible est acquise et le coup tiré, il est physiquement impossible pour la cible d'y échapper. Un autre effet va alors s'ajouter, qui va mettre en jeu le fonctionnement de notre système nerveux. En effet, notre cerveau, il va falloir environ 80 millisecondes pour qu'une information visuelle parvienne de nos yeux jusqu'à notre cerveau et qu'il traite l'information. C'est-à-dire que lorsqu'on allume une lumière, il faut 80 millisecondes à notre cerveau pour savoir que la lumière est allumée. Une expérience a été réalisée au cours de laquelle on demandait à des sujets d'appuyer sur un bouton allumant une ampoule. Si le temps de transfert de l'information électrique entre le bouton et l'ampoule était supérieur à 80 millisecondes, tout était normal pour les sujets. Ils avaient appuyé sur le bouton, puis la lumière s'était allumée. Si le délai était égal à 80 millisecondes, les sujets assuraient que la pression du bouton et l'allumage de l'ampoule étaient simultanés. Mais si le délai était inférieur à 80 millisecondes, dans l'expérience il l'avait posé à 40 millisecondes, les sujets assuraient que l'ampoule s'était allumée avant qu'ils ne pressent le bouton. Pour leur cerveau, l'effet précédait la cause. Ils étaient persuadés que l'ampoule était allumée par quelqu'un d'autre avant même qu'eux appuient sur le bouton. Si on en revient à notre canon laser, on a un faisceau qui se déplace à la vitesse de la lumière. Il parcourra donc en 80 millisecondes 239 833 966 mètres. Autant dire que quel que soit l'endroit où est située la cible, elle est atteinte par le faisceau en moins de 80 millisecondes. Ce qui fait que pour le tireur, la cible a été abattue avant même qu'il ait tiré. On a ici, du point de vue du tireur, une arme qui agit à rebours dans le temps.
Du coup, cette arme fait beaucoup penser à l'arme impossible que l'on retrouve dans le roman de Jack Glass, qui est en fait une arme qui atteint sa cible avant que le tireur ait tiré. Dans le roman, ça prend quelques temps, beaucoup plus que quelques millisecondes, mais quelque part, l'arme impossible de ce roman est devenue une réalité grâce au canon laser. Les armes de SF ne sont donc pas encore complètement réalité, mais l'on s'en approche petit à petit. En effet, en plus des armes laser, l'armée américaine travaille actuellement à la mise au point de robots, pouvant prendre part aux opérations. Si les robots dont le but est d'attaquer ne sont pas des robots humanoïdes, Atlas, dont le but est d'aider dans les opérations de sauvetage, est quant à lui un bipède d'1,90 m, rappelant fortement le fameux Terminator de James Cameron. Il faut espérer que toutes les armes de science-fiction ne deviendront pas réalité, comme par exemple la bombe de réalité que l'on découvre dans Doctor Who, qui, selon un classement que vous pouvez retrouver sur différents sites internet, serait l'arme la plus destructrice de tout l'univers. Je vous remercie de votre attention et vous dis au mois prochain pour une nouvelle chronique de sciences et fiction.